Bonjour les amis. Après quelques semaines d'absence, je reviens aujourd'hui avec un nouveau format d'interview. Pour notre première interview, j'ai eu le plaisir d'être reçu par un député français, Philippe Michel Kleisbauer, député de la 5e circonscription du Var et président de la délégation française auprès de l'OTAN. Je vous invite maintenant à regarder cette interview qui a été réalisée avec l'aide de mon ami Matt Nav et vous trouverez bien sûr le lien de sa chaîne en description. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre spéciale. C'est l'un des 577 hommes qui font les lois dans ce pays. Philippe Michel Kleisbauer, le député de la 5e circonscription du Var, qui nous fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour monsieur le député, comment allez-vous? Très bien, et merci de me recevoir. Mais- Bonjour à tous vos auditeurs. Mais merci à vous de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui, cet espace de coworking à Fréjus, avenue de l'Atte de Tassigny, le coworking 42, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Alors, monsieur le député, je vais commencer par une question toute simple. C'est quoi être un député? Un député, c'est quelqu'un qui principalement vote la loi. Vous avez dit, je fais partie des 577 qui la votent. Il faut y rajouter aussi les sénateurs. Tout à fait. Notre but, c'est de voter et de créer des lois. Mais celui qui a la prérogative, c'est le gouvernement. Le gouvernement mène la politique que le chef de l'État, le président de la République, veut mener. Dépose des lois sur le bureau du Conseil des ministres le mercredi matin, et s'ils sont d'accord, cette loi est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, dans la majorité des cas, qui l'examine et la vote en première lecture, la transmet au Sénat, qui l'examine et la vote, et l'amende évidemment, en deuxième lecture, et la remet à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Alors, une petite question. Vous venez de parler de l'amende du Sénat, donc les amendements. Qu'est-ce que c'est justement les amendements d'une loi? Alors, les amendements, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, pour mener sa politique, la politique de relance par exemple en ce moment, a besoin de déposer des lois. Eh bien, les députés d'abord et les sénateurs ensuite vont réécrire la loi en fonction de leur vision de la chose. Et c'est par voie d'amendement que l'on va modifier le texte présenté par le gouvernement. D'accord. Donc vous pouvez par exemple, vous avez un projet de loi qui est donné par le gouvernement, vous dites par exemple sur cet article, moi je ne suis pas d'accord, donc vous allez dire comment vous faites? Est-ce que c'est vous de votre propre chef qui allez déposer un amendement ou est-ce que c'est par votre groupe? Les deux. D'accord. Chaque député a le droit de déposer des amendements en son nom propre, c'est ce qu'il fait. Il peut les proposer à son groupe qui veut les reprendre au nom du groupe et faire des co-signatures, c'est-à-dire tous les autres députés, même au-delà, qui acceptent de voter ou de co-signer l'amendement parce qu'ils le trouvent bien. Ça peut même aller sur d'autres groupes politiques, et ou en son nom propre. Et ça va être par exemple une question de délai. On va écrire un amendement sur un délai. Je donne un exemple qui a eu lieu tard dans la nuit, je crois que c'est mardi soir encore. Une députée de gauche avait écrit un amendement sur la loi concernant les violences sexuelles faites sur les mineurs, D'accord. où on a un délai de prescription. Elle, cette collègue députée socialiste, je crois, avait déposé un amendement pour dire non, ces crimes-là doivent être imprescriptibles. Donc du coup, ne pas être... Enfermés dans un délai. Voilà, tout à fait. Et elle a déposé ça au nom de son groupe et l'a soutenu en séance pour amender le texte du gouvernement. Et nous étions, malheureusement pas très nombreux, mais c'est normal parce que les plages horaires du Parlement sont tellement énormes qu'il faut se relayer. Mais nous étions 7 à voter avec elle, et pas forcément de son parti politique. Parce que je suis pour l'imprescriptibilité, malgré ce qu'on me dit sur la constitutionnalité du problème. C'est du charabia un peu complexe ces mots, mais on y reviendra. Mais la réalité, voilà le type même d'amendement. Ça va porter sur des questions de délai, des questions de fond, des tas de choses comme ça. Alors, vous venez de parler d'une députée de gauche, donc on a Oui. déjà fait un épisode spécial sur la différence entre la gauche et la droite. Mmh. Mais donc, vous êtes un député de la majorité présidentielle, Oui. donc affilié à la majorité par Oui. le parti MoDem, le mouvement démocrate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la majorité, l'opposition, et est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous êtes irréconciliables, ou est-ce que vous arrivez, par contre, parfois à travailler dans des groupes de travail, à élaborer des lois peut-être ensemble? Ça dépend beaucoup des individus. D'accord. Moi, j'appartiens à une famille politique, le centre, un vrai centre, qui s'adapte avec tout le monde dès lors que le fond y est, et par pragmatisme et esprit de construction. Et c'est la raison pour laquelle je suis capable de voter aussi bien avec de la droite que de la gauche ou du centre sur des amendements, ou même ne pas voter avec le centre ou même mon parti si ça touche
à des convictions profondes sur lesquelles je ne suis pas. Et il m'est arrivé de prendre la parole pour défendre des amendements de certains collègues, quelle que soit leur appartenance sur l'échiquier, parce que nous l'estimons bien dans le processus et apporter quelque chose de nouveau. J'avais par exemple vraiment pesé pour que soit adoptée une mission d'enquête parlementaire demandée par le groupe socialiste sur les moustiques Aedes qui nous touchent, c'est-à-dire les zones marécageuses comme Fréjus sont concernées par la prolifération de ces moustiques. Par ailleurs, on avait voté une loi déposée par le groupe des Républicains pour adopter des tas de mesures pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. D'accord, donc Voilà. vous travaillez avec tout le monde. Être centriste, c'est ne pas s'enfermer dans une étiquette. Absolument, mais ça ne nous est pas réservé. On n'a pas le monopole de ça. Vous avez des gens à gauche comme à droite qui vont avoir la même attitude que nous et qui, selon les moments de vie de l'hémicycle, vont être capables de mêler leur voix aux autres. Ça arrive. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc c'est plus une question d'étiquette, c'est une question de personnalité. Mais oui, au centre, c'est plus notre ADN. D'être capable de regarder le fond d'abord par rapport à l'opposition politique. Il nous est arrivé, mais est arrivé souvent même de voter avec les communistes, parce que c'était une belle idée qui était proposée. Et bien sûr qu'il y a des points d'achoppement fondamentaux qui fait que notre politique peut à un moment donné ne pas se retrouver. Ouais. Mais il ne va pas y avoir de rancune ni d'opposition systématique pour tout à cause de fondamentaux. Il peut y avoir des moments, des apports colossaux qui sont introduits au Parlement par des tas de collègues qui ont vu juste ou qui ont écrit d'une manière juste. Et c'est ça pour nous, c'est cette idée de dépassement. D'où le fait que je me suis bien retrouvé avec d'autres camarades dans la majorité, parce que ce que proposait Emmanuel Macron, c'était ça, c'était cette idée de dépassement. Et alors, monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est la majorité, du coup, la majorité, et l'opposition? Voilà. La majorité, ce sont ceux qui, au moment des élections législatives qui ont suivi l'élection présidentielle, 1 mois et demi après, je crois, qui portaient le programme du président de la République et pour dire, nous allons être ceux qui vont travailler, amender et suivre la mise en place à la fois sur le terrain et en contrôlant l'action du gouvernement qu'aura choisi le président de la République, de son plan d'action pour les 5 ans. Nous avons été un certain nombre à être candidats en portant ce programme et avoir été élus. Majoritairement, ça veut dire que sur le nombre des 577 députés, nous étions un peu plus de 350 à être élus pour porter ce programme. Et vous avez donc élu le Premier ministre? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes une majorité et le président choisit son gouvernement parmi les parlementaires, députés ou sénateurs, ou des gens de la société civile. D'accord. Et même de son opposition, entre guillemets. Quand il a choisi Édouard Philippe était encore sur les bancs des Républicains. Mais il lui a proposé, vous avez les qualités d'homme et pour mener cette politique, même de contradicteur à des moments pour m'aider. Et donc le président de la République a tenu ce discours et a proposé à un chef de gouvernement de nommer ensuite un gouvernement. Nous, à ce moment-là, une fois que le gouvernement est constitué, le Premier ministre vient devant le Parlement, l'Assemblée nationale, avec la composition de son gouvernement et une déclaration de politique générale. Alors qu'est-ce que c'est ça, cette déclaration de politique générale? C'est-à-dire qu'il explique l'ordre des priorités en discours, à l'Assemblée, en discours officiel et solennel. Il va expliquer la politique qu'il entend mener, comment il entend la mener, dans l'ordre des priorités. Et à l'issue, nous votons la confiance. Ce vote de confiance se fait grâce à un bulletin qui n'est pas un bulletin secret, puisque la voix de chaque parlementaire est connue, on sait ce que nous votons, c'est un bulletin papier, avec des codes barres maintenant, parce que c'est un mécanisme électronique qui permet de lire c'est notre vote, avec pour, contre ou abstention, avec le nom du parlementaire et son numéro, de manière à ce qu'on voit exactement si le parlementaire, dont moi, ait voté la confiance. Donc vous êtes parfaitement transparent vis-à-vis des électeurs qui vous ont élus, de vos administrés. Toujours. On sait exactement ce que nous votons. Vous pouvez savoir ce que vos députés votent. Hein. Absolument. Et ça se retrouve sur le site de l'Assemblée où on voit exactement nos votes. J'avais voté la confiance et à plusieurs reprises pour Édouard Philippe parce qu'elle a été redemandée à plusieurs reprises. Et j'ai voté la confiance pour Jean Castex. Et comme les gens peuvent retrouver le vote dont je vous parle de mardi soir tard dans la nuit, où il y a un amendement proposé par une élue socialiste pour rendre imprescriptibles les crimes sexuels, eh bien j'ai voté pour cet amendement. Voilà. Et ça se retrouve sur le site de l'Assemblée.
Et alors, du coup, donc on a vu ce qu'était la majorité, donc vous décidez de ce qu'est, de qui sera le Premier ministre, un petit peu, enfin le président Oui, nomme oui, le Premier président, ministre, mais nous, vous avez on quand même, avalise. voilà, vous avalisez, c'est-à-dire que si l'Assemblée n'est pas d'accord, hein, Et pareil pour certaines nominations, y compris même dans de hautes fonctions de la République, et des sièges importants, des agences, des commissions, etc., où les personnes sont auditées par les commissions de manière à être avalisées par l'Assemblée. Très bien, donc par le peuple indirectement, parce que Oui. le député est le représentant direct du peuple au Palais Bourbon à l'Assemblée. Hein. Donc c'est pas par le peuple indirectement, mais c'est par le peuple par représentation. C'est le principe de la démocratie représentative. Très bien. Et alors, une petite question, l'opposition maintenant. Eh bien, l'opposition, ce sont ceux qui, au départ, n'avaient pas voté le même programme que nous, et donc se retrouvent à siéger dans l'opposition. Donc, vont être contre cette politique, contre le gouvernement. Il peut y avoir déjà des gens qui avaient voté pour nous au départ, et puis qui sont allés dans l'opposition. Et inversement, il y a des gens qui appartiennent de facto à l'opposition, mais qui finalement votent des textes avec nous parce qu'ils les trouvent bien. Ou la question de confiance, par exemple. Donc l'opposition, en fait, c'est une variable qui est relativement fluctuante, qui va se développer. Oui, c'est pas une grosse fluctuation, mais oui, ça fluctue au fur et à mesure des événements du quinquennat. D'accord. Et alors, maintenant, une petite question. Je pense qu'il y a énormément de jeunes lycéens aujourd'hui qui étudient l'État français, ce qu'est le pouvoir français, et aussi peut-être ce principe de navette parlementaire, Oui. qui est assez compliqué, peut-être abstrait pour certains. Une loi qui passe à l'Assemblée, qui repasse au Sénat. Pourquoi le Sénat n'a pas le dernier mot et que ça repasse à l'Assemblée? Alors les gens ne comprennent pas forcément. C'est plutôt bien, ça montre que personne ne peut décider tout seul. Mais du coup, l'Assemblée a le dernier mot. L'Assemblée n'est pas toute seule, puisqu'on est 577. Oui. Donc déjà, c'est pas facile quand vous avez une idée, mais de convaincre tout le monde, c'est un chemin qui est long et chaotique. Ensuite, pour les textes qui arrivent d'abord chez nous, parce que hormis les textes qui concernent les collectivités territoriales, ils commencent leur vie d'abord au Sénat, parce que c'est la chambre des collectivités territoriales, des maires, des conseils départementaux, des régions. Mais un texte normal va commencer sa vie à l'Assemblée nationale, va être débattu, voté, il part ensuite, c'est ce qu'on appelle la navette, il arrive au Sénat, avec la manière dont il avait été écrit par le gouvernement et la manière dont l'Assemblée nationale l'a traité. Donc c'est les fameux amendements dont on a parlé précédemment. Exactement. Là, le Sénat, lui, le revoit d'une manière complètement libre et va lui aussi poser ses amendements. Et si finalement il est voté dans des termes identiques à l'Assemblée nationale, il revient à l'Assemblée nationale qui le vote tel quel et c'est bon. Et ce texte peut partir dans sa navette réglementaire, de décret d'application et de vie. Si le Sénat et l'Assemblée ne sont pas d'accord, il y a d'abord la réunion d'une commission mixte paritaire. D'accord. Avec un certain nombre de sénateurs et un certain nombre de députés, à part égale, qui vont être désignés pour se retrouver et faire le match ensemble. Et alors, petite question, dans cette commission, du coup, comment ça se passe au niveau de la représentativité? Est-ce que vous avez des membres et de l'opposition et de la majorité? Il y a un échantillonnage proportionnel qui est fait. Et là, il y a un match. D'accord. Et c'est intéressant, c'est un exercice très intéressant. Des fois, les commissions mixtes paritaires sont conclusives, c'est-à-dire que ce petit groupe de sénateurs et ce petit groupe de députés, nos ambassadeurs, sont tombés d'accord sur un texte et arrivent à une écriture qui convienne, de reprise d'amendements, etc. Et en deuxième lecture, on en tient compte et on vote le rapport conclusif de la commission mixte paritaire. Et des fois, les deux chambres ne sont pas d'accord. Là, il y a une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, mais qui, elle, a le dernier mot. Et du coup, l'Assemblée l'emporte au final sur le Sénat. Voilà. Absolument. Alors, une petite question aussi. Donc, vous travaillez à Paris parce que le Palais Bourbon est à Paris, dans le 7e arrondissement, mais vous êtes élu de la 5e circonscription du Var, qui est Fréjus-Saint-Raphaël. Alors, comment est-ce que vous faites pour concilier les deux? Est-ce que vous avez du monde à Paris qui travaille quand vous n'y êtes pas? Est-ce que l'inverse est vrai également? Comment ça se passe, en fait, l'organisation du travail d'un député entre sa circonscription et sa vie de parlementaire à Paris? Alors, nous avons des collaborateurs ou collaboratrices, des assistants ou des assistantes qui nous assistent dans des tas de choses. Mais l'essentiel, c'est que c'est nous qui le faisons. La rencontre avec les gens veulent nous voir. La rencontre avec les élus veulent nous voir. Et le vote ne peut pas se déléguer. Sauf à d'autres députés au moment de voter, où on peut avoir une procuration dans certains cas limités. Ça existe pour certains votes, pas tous, mais pour certains votes solennels,
on peut donner une procuration à un autre député porteur d'un seul pouvoir. D'accord. Et en revanche, l'organisation, elle est très complexe, parce que l'Assemblée nationale fonctionne de 9h à minuit tous les jours. 9h minuit. Et la séance peut même déborder au-delà de minuit, quand on est dans le temps limité, ou quand on est sur le budget, et où ça se finit à 4 ou 5 heures du matin. On a vu quelques députés parfois s'endormir, exténués. Souvent, il y a des images fausses qui circulent sur d'autres parlements qui ressemblent, et ce sont des fakes. Ouais. Moi, j'ai jamais vu de député dormir. Et pour faire beaucoup la nuit, pour soulager ceux qui ont une vie de famille normale et qui doivent rentrer plus tôt, nos jeunes collègues députés parents qui veulent un peu s'occuper des enfants, on a un tour de rôle. Parce que faire 9h minuit, on le fait tous quelques jours, mais on ne peut pas le faire tout le temps en permanence. Donc on s'organise des tours de rôle. D'où le fait que moi je prenne régulièrement à partir de l'après-midi jusqu'au soir pour laisser le matin à d'autres pour s'organiser. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir toujours tout le monde dans l'Assemblée. Oui. Et après, il y a le retour. Et surtout dans un mode dégradé comme aujourd'hui nous avons, le train prend beaucoup plus de temps. Là, nous sommes vendredi. Moi, j'ai pris un train à 17h39 hier à Paris, ce qui me fait quitter quand même les bureaux de l'Assemblée vers 16h40 pour ne pas être trop à la bourre. Je monte dans un train qui m'amène à Aix. Quelqu'un vient me chercher à Aix. J'arrive chez moi, il est plus de 22h, il est 22h15. J'attaque ce matin. Normalement, je remonte le dimanche. Et je prends là le dernier train du dimanche pour monter, il est à 16h39 à Saint-Raphaël, ce qui me fait arriver à l'Assemblée vers 22h40. Parce que le dernier train, il s'arrête une fois de plus en chemin et longuement à Marseille, ce qui ralentit, puisqu'il fait Saint-Raphaël, les Arcs, Toulon, Marseille, et après, quand il ne s'arrête pas à Aix ou Avignon, il arrive à Paris. Donc c'est long, et c'est 2 fois 6 heures porte à porte, ça fait 12 heures, et que vous ne passez pas non plus en famille ou autre. Et dans cet intervalle de temps entre le jeudi soir comme hier soir et dimanche, c'est le terrain qui m'attend. C'est des rendez-vous toute la journée. C'est votre circonscription. Là, cet après-midi, la circonscription et le département. Cet après-midi, c'est avec le préfet que nous nous réunissons pour les plans de risque des inondations à 14h, pendant une longue réunion avec d'autres maires. Après, à 17h, c'est notre point hebdomadaire avec le préfet et l'ARS sur la crise Covid. Et après, j'ai à nouveau une visio à 19h. Le samedi, ça va être samedi et dimanche matin, vont être dédiés au marché, parce que c'est là où je peux retrouver beaucoup de gens, la masse, etc. Donc vous allez quand même au contact du monde, c'est-à-dire que Toujours. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être l'impression que vos élus, vous les voyez peut-être pas souvent, mais sachez que n'importe quel député, je pense, vous pouvez consulter son emploi du temps relativement librement sur le site de l'Assemblée, et puis surtout, vous pouvez consulter aussi les pages des réseaux sociaux de vos députés, de vos élus, et voir là où ils vont aussi, là où ils vont être présents pour pouvoir les rencontrer. Alors moi, je suis un vrai chat de gouttière. Je veux dire, je suis toujours dans la rue, mais mes adversaires, et ça me plaisait, me traitaient le SDF. Il y a pas le SBF, sans bureau fixe, mais c'est vrai, je suis toujours dans la rue. Et la réalité, elle est là. C'est que j'aime ce contact avec les gens. Et vous êtes d'ailleurs dans un coworking Toujours, parce que je reste au contact des autres. On a des postes de travail que l'on loue la salle de réunion pour mes réunions, mais ça me permet d'être au contact d'autres personnes qui entreprennent, qui vivent avec les difficultés de la vie. Et sur les marchés, c'est un endroit où le vivre ensemble existe. Tout le monde se mêle. Dans ceux qui exposent, dans ceux qui viennent acheter, et ceux qui viennent juste pour flâner. Donc c'est un bon moment, et ça me permet de donner un point fixe de rendez-vous à des gens en disant tu vas me retrouver demain sur le marché de Fréjus-Centre, dimanche matin sur celui de Fréjus-Plage ou de celui du Muy. Je veux dire, c'est une grande facilité pour moi, et d'entendre aussi ce que les gens ont à me dire. Parce que certains me voient à la volée, me disent « Ah tiens, j'avais quelque chose de moi à vous dire, je ne suis pas content là-dessus. » Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. On a vu qu'il y avait une défiance vis-à-vis des élus qui était très grande. On a pu le voir notamment avec tout l'épisode des Gilets jaunes, où quand même il y a quelques députés qui ont été pris à partie de manière assez violente. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez déjà été pris à partie par des gens de manière violente comme ça? Non, violent, non, jamais, jamais. Je laisse les gens exprimer leur humeur quand ils ne sont pas contents sur quelque chose. On est français, c'est normal ça. C'est normal, puis non, d'un autre côté, moi en montrant que je suis capable de l'accepter, ça permet à la personne qui arrive et qui commence à le dire, elle se dit bon ben ça va. Même si je suis même si je suis un peu rugueux, il a mon écoute, ça veut dire que lui je peux aller lui parler. Et donc après, la première rencontre des fois est un peu électrique, puis après ça s'adoucit parce qu'il voit que régulièrement, et puis je garde à l'esprit ce qu'on me dit, ça me permet d'y réfléchir et de revenir longtemps après avec de nouveaux éléments et de dire à la personne, essayons de progresser sur cette question. Donc oui, moi j'ai jamais connu de violence. Les politiques sont généralement mal aimés parce que
quelques ou beaucoup de politiques ont prêté le flanc à des époques ou encore maintenant pour se rendre détestables, et vous savez comment c'est toujours un élément fait qu'on fait un amalgame avec tout le monde. Je le prends sur nous, c'est comme ça, c'est malheureux parce que quand on voit la réalité de notre vie et quand on voit ce que nous avons voté par exemple sur la transparence de la vie publique et ce que ça implique, eh bien les gens se rendront compte à un moment donné. Mais c'est pas grave, on est là pour ça, il faut quand même qu'il y ait un amortisseur dans notre société. Je préfère qu'il y ait ce débat rugueux et qu'on garde nos institutions comme elles sont, plutôt que certains veuillent faire la révolution. La révolution, c'est comment ça commence. C'est le chaos, et c'est tout le monde qui y passe et on ne sait pas comment ça se finit. Et moi, je ne veux pas de guerre civile. Je préfère être, moi, le punching ball, plutôt que ce soit notre pays. Alors, j'ai une dernière question, monsieur le député, parce que je pense que les gens qui nous regardent se posent la question aussi. Comment on devient député ? Comment ? Est-ce qu'il y a un prérequis d'études ? Est-ce qu'il y a Comment on devient député ? Moi, personnellement, je m'y suis toujours préparé, je l'ai toujours voulu. Quand j'étais adolescent, j'ai découvert, grâce à une élève, la question de l'apartheid. J'ai découvert Mandela au lycée, dans mon environnement familial, on n'en avait pas parlé. Et avec un tempérament très libéral économique, libéral dans les mœurs, libéral à tous les niveaux. Donc j'avais besoin de cette liberté et de me battre pour les libertés et contre les oppressions. Et tout de suite, ça m'a fait trouver des hommes politiques qui incarnaient ça, notamment ici, François Léotard. Et quand qui était notre ancien ministre de la Défense, maire de Fréjus. Et maire de Fréjus et député. Et quand je l'ai vu au niveau national et qu'un jour j'ai réalisé, parce que moi je suis un minot de Draguignan, j'ai grandi à deux pas d'ici, et quand j'ai découvert que cette politique existait à 2 pas de chez moi, je me suis dit mais il faut que j'aille. Et je suis venu auprès de lui pour lui dire ben voilà, moi je suis là pour coller vos affiches, distribuer les tracts et me battre là-dessus. Et donc mes études, en plus qui ont été des études de droit, m'ont préparé à comprendre. Mais vous n'êtes pas énarque. Non, je ne suis pas énarque, non. Voilà. Moi j'ai fait mon école publique communale à Trans-en-Provence, le collège à Paléon-Blum, à Thomas, à Draguignan, plus au Fournas, après le lycée à Draguignan, et la fac à Aix. Je veux dire, je suis un processus de l'école publique. Hein, voilà, publique. donc non mais qu'on soit bien d'accord. Et j'ai fait un DESS, c'est un Master 2 en droit notarial, et l'école supérieure du notariat. Donc je ne suis pas énarque, je n'ai pas fait Sciences Po non plus. En revanche, ma science politique, je l'ai faite sur le terrain en tant que militant. J'ai été élu conseiller municipal à Trans-en-Provence, dans mon village, parce que le maire avait besoin de quelqu'un qui se connaissait un petit peu, qui connaissait les autres jeunes et qui pouvait apporter des idées. Et du coup, j'ai fait mes classes, et là, à partir de là, à la fin de mes études, je voulais travailler là-dedans. Et François Léotard m'a donné cette chance extraordinaire de devenir son assistant parlementaire de circonscription. Donc j'ai toujours travaillé dans ce sens. Et je me suis présenté à des élections parce que je voulais faire vivre cette philosophie politique qui était la mienne. Mais ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut qu'il y ait la rencontre entre ce que l'on est et la rencontre avec le peuple. Et cette rencontre-là, c'est Emmanuel Macron qui me l'a permise. Parce qu'en me choisissant et en m'investissant sous ses couleurs à lui lors de l'élection législative, il a donné un repère aux autres en disant « vous pouvez vous intéresser à lui ». Je le trouve assez digne pour porter mes couleurs, regardez. Et c'est là où des gens connaissaient mon travail politique depuis des années sur le terrain, mais où des tas d'autres gens m'ont découvert. Certains m'ont découvert parce qu'ils ont travaillé, on dit bon on vous fait confiance, on apprécie ça. D'autres m'ont dit on ne sait pas qui vous êtes, mais il vous a choisi et nous on veut qu'il puisse réussir sa politique, donc on va vous apporter votre suffrage. Donc c'est aussi quand même un très bon coup de pouce pour un député d'avoir aussi une étiquette sur son affiche. Plutôt que de partir tout seul, malgré qu'on puisse connaître du monde dans une circonscription, c'est plus facile de partir avec le soutien. C'est pas plus facile, c'est indispensable. D'accord. Moi j'apporte le fond, le socle, mais après ce qui fait le remplissage, c'est la vague. Avant nous, il y a eu la vague Sarkozy, il y a eu aussi la vague Hollande. Je veux dire, les vagues, elles existent toujours. Hein, la vague Sarkozy, la vague bleue, elle a existé. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui nous donnent des leçons en disant vous avez été élu grâce à Macron. Je dis mais oui, j'ai été élu grâce à Macron, comme vous l'avez été grâce à Nicolas Sarkozy. Je veux dire, ça a toujours existé. Oui, donc c'est légitime. C'est normal, hein, c'est légitime. Ça va de pair. L'élection législative suit l'élection présidentielle pour apporter au président une majorité et appliquer son programme. Voilà. Et c'est mieux. Comme ça, il y a un président et un mois et demi après, il y a l'élection législative et il fait son programme. Ça permet d'avoir une cohérence également aussi au niveau si on avait une assemblée élue contre le président aussi, enfin, certes, certains pourraient être heureux d'avoir cette pluralité et d'être un petit peu en opposition permanente au président, mais en réalité, la France n'avancerait pas. Voilà. Le débat parlementaire serait complètement bouché. Oui.
il vaut mieux donner cette possibilité au président d'avoir une majorité et faire ses preuves sur 5 ans, et puis au bout de 5 ans, c'est bon, allez hop, vous dégagez tous, et puis c'est comme ça. Donc à partir de là, l'organisation est bien. La question qui peut se poser, c'est sur la durée des mandats, etc. Est-ce que c'est assez pour appliquer des choses ou pas? Je veux bien accepter le débat. Je veux dire, là, on peut se poser la question, est-ce qu'un président doit faire 5 ans renouvelables ou 7 ans non renouvelables, comme certains le proposent, etc. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et puis, comme ça permet au peuple d'être le juge de paix. Tous les 5 ans, il peut dire, bon, allez, c'est bien, ou on passe à autre chose. C'est démocratique, c'est pour ça que je suis un démocrate. Monsieur le député, si vous aviez maintenant un dernier petit conseil à donner à nos viewers aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez? De ne laisser personne à leur place décider de s'ils peuvent ou non réaliser leurs propres rêves, leurs propres ambitions. Moi, je vous l'ai dit, je suis un minot de Trans et de Draguignan. Même ma mère habite au Muy. J'ai fait une réunion l'autre jour, une conférence avec les jeunes lycéens du Muy sur l'OTAN, parce que je suis le chef de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est-à-dire que j'ai la voix de la France dans la commission permanente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et ça leur plaisait, c'était passionnant, c'est une mission extrêmement élevée. Et je leur dis, mais moi j'ai été comme vous, minot ici. Et des gens qui dans ma vie me disaient, tu n'y arriveras jamais, tu pourras jamais, il y en a eu plein. Et ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est ça. C'est qu'ils peuvent être à Fréjus, à Saint-Raphaël, à Bagnoles, aux Adrets, à Trans, au Muy, à Mons, à Brenon, le village le plus haut du Var. Ou même dans n'importe quel coin de France. N'importe quel coin de France, puisque la vidéo sera diffusée bien là. Et que ne pas laisser d'autres leur dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Chacun peut le faire à condition de le vouloir, d'y travailler et d'avoir une discipline et de continuer jusqu'au bout leur ambition, de jamais laisser tomber. Sur ces mots, on va se quitter. Merci beaucoup, monsieur le député, de m'avoir reçu, encore une fois. Et je vous retrouve la semaine prochaine, les amis.